des nouvelles méthodes diagnostiques du sepsis et du choc septique, avec un début de topo qui va recouper un petit peu ce qui vient d'être dit sur le QSOFA, mais ça permettra de continuer à discuter autour de ça. Voici mes conflits d'intérêts potentiels. Et donc, l'idée de parler du diagnostic de sepsis ou de choc septique, c'est bien évidemment d'aller plus vite dans la prise en charge de ces malades, avec un objectif thérapeutique qui est défini par la Surviving Sepsis Campaign, d'administration d'une antibiothérapie efficace par voie intraveineuse dans l'heure suivant le diagnostic de choc septique et de sepsis. Alors quand ces recommandations ont été émises, il n'y avait pas encore sepsis 3, donc c'était dans l'heure suivant le diagnostic de sepsis sévère ou de choc septique, mais on peut considérer que ça s'applique maintenant au nouveau concept de sepsis, on ne parle plus de sepsis sévère. Et il y a dans la littérature une foule de publications et de méta-analyses qui montrent que tout retard à l'administration d'une antibiothérapie efficace chez un malade avec une infection grave est associé à une surmortalité très significative. Donc il faut aller vite et c'est tout l'intérêt des nouveaux outils diagnostiques. Alors, le pendant de ça, la contrepartie, c'est que on ne peut pas donner des antibiotiques de manière complètement dérégulée. La pression de sélection des antibiotiques est le principal driver, le principal moteur de la résistance aux antibiotiques. Et donc, il faut également faire attention et essayer de mieux identifier les malades qui ont besoin d'antibiotiques et de ne pas exposer les malades non septiques, mais inflammatoires, à une pression de sélection indue. Donc il faut aller plus vite pour identifier ces malades et les distinguer de ceux avec un état inflammatoire non lié à une infection. Il faut aller plus vite pour identifier les pathogènes en cause et aller plus vite également pour documenter la résistance aux antibiotiques. On ne parlera pas d'antifongiques aujourd'hui pour des questions de temps. Alors, je vais aller très vite là sur sepsis 3 parce qu'on vient de vous en parler dans le topo précédent. Juste pour revenir sur donc ce QSOFA, ce QuickSOFA. Et donc là, je partage tout à fait ce qui vient d'être dit sur le fait que l'intérêt principal va être de repérer plus rapidement des malades infectés à risque d'évolution défavorable, donc un décès pendant l'hospitalisation qui est lié à l'infection ou un séjour en réanimation prolongé du fait de cette infection, avec ces 3 critères cliniques très simples. Et le principal intérêt, c'est que le calcul peut être instantané. Pour l'ensemble des autres scores de défaillance, le SOFA, ou le CIRS, etc., il faut des données biologiques, et donc l'intérêt du QSOFA, c'est que ça peut se calculer extrêmement vite, à l'admission au SAU, dans les étages, par l'équipe paramédicale. Donc c'est un score de détection et de repérage potentiellement intéressant. Et bien évidemment, dans les recommandations, en tout cas dans cette nouvelle définition, si le malade a un QSOFA inférieur à 2, ça n'élimine pas l'hypothèse d'un sepsis, et si on pense que le malade est infecté, il faut bien sûr continuer la démarche diagnostique et thérapeutique. Donc c'est pas sine qua non, mais c'est clairement un outil potentiellement intéressant. Alors ça, c'est l'une des vingtaine de publications depuis janvier 2016 sur donc des études de validation externe du QSOFA. Le QSOFA a été élaboré sur une base de données et a donc été validé par un certain nombre d'experts internationaux du sepsis sur des bases de données préexistantes. Et ce qu'on voit dans ces bases de données, donc ça c'est un papier grec, mais il y en a plein d'autres, c'est que effectivement, plus le QSOFA augmente, plus la mortalité est importante. Ça, c'est clair. Et la limite, par contre, c'est ce qui vient d'être discuté, c'est que la sensibilité du QSOFA pour prédire la mortalité à J28, elle n'est pas extraordinaire. C'est-à-dire que chez les malades qui vont mourir d'un sepsis dans les 28 jours suivant l'installation du sepsis, eh bien, il n'y en a que 61% qui avaient un QSOFA à 2 ou à 3 lors de l'évaluation initiale. Donc le QSOFA rate de facto, au moins dans ces papiers, un certain nombre de malades, mais ce qu'il faut bien voir, c'est que ce sont, pour le moment, bien sûr, que les études rétrospectives sur base de données. Et moi, j'ai hâte d'avoir une évaluation prospective du QSOFA, parce que c'est, à mon avis, très difficile de calculer rétrospectivement le QSOFA et d'imaginer en quelle mesure ça a pu influencer la rapidité de prise en charge du patient sur des données rétrospectives. Donc il y a un certain nombre d'études prospectives en cours qui, à mon avis, vont être intéressantes, et dans tous les cas, c'est un outil qui a le mérite d'exister, qui a le mérite d'être très simple, et qui va probablement améliorer la prise en charge des états septiques, notamment hors réanimation. Alors après, sur ce qui sort du diagnostic clinique, là sur cette diapo, vous avez une représentation en apparence complexe, mais finalement assez simplifiée, de la physiopathologie de la réponse inflammatoire, et notamment lorsqu'elle est induite par une infection.
Et vous voyez qu'il y a un certain nombre de molécules qui sont des médiateurs de l'inflammation, alors qu'ils vont interagir sur l'activation du système immunitaire, sur l'activation endothéliale, sur la coagulation. Et l'idée, c'est qu'on pourrait doser certains de ces médiateurs de la réponse inflammatoire pour identifier plus précocement des malades avec une réponse inflammatoire en rapport avec un sepsis, une infection. Et donc c'est le concept de biomarqueur avec une définition un peu, on va dire un peu vague, mais qui finalement cible bien les choses. Il faut que ce soit quelque chose de mesurable objectivement et qui est un indicateur fiable d'un processus biologique normal ou pathologique, ou la réponse d'une maladie à une intervention thérapeutique que vous avez mise en place. Donc il y a dans le sepsis des dizaines et des dizaines de médiateurs dont le rôle, l'intérêt comme biomarqueurs ont été étudier. L'idée, parce qu'on est toujours à la recherche du biomarqueur idéal, c'est qu'il faut que ce soit sensible et spécifique, que le dosage soit simple, rapide, il ne faut pas qu'on ait un résultat 3 jours après, reproductible dans chaque centre, peu onéreux, qu'il ait une cinétique rapide, c'est-à-dire qu'il colle à l'évolution de l'infection. Il ne faut pas qu'il y ait une inertie dans l'évolution de la concentration plasmatique du biomarqueur et qu'il soit idéalement non modifié par les comorbidités des différents organes et un éventuel traitement anti-inflammatoire. Alors le biomarqueur qui a été le plus évalué ces dernières années, c'est la procalcitonine, donc que vous utilisez déjà au quotidien pour raccourcir la durée d'antibiothérapie chez les malades infectés, en réanimation et ailleurs, mais qui peut éventuellement être intéressant, en tout cas ça a été évalué pour le diagnostic de sepsis. Et vous avez ici un papier parmi d'autres qui montre effectivement plus la PCT est élevée, plus la probabilité d'avoir une infection évolutive est importante, mais il y a quand même toujours des malades que l'on rate. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 15% des malades avec une infection confirmée dans cette étude qui avaient finalement une PCT basse lors de l'évaluation initiale, et puis inversement, vous avez des élévations non spécifiques de la PCT. Un tiers des malades avec une PCT élevée n'ont pas d'infection confirmée. Ça peut être de la chirurgie cardiaque, du choc non septique, du polytrauma, de la pancréatite aiguë. Et on a une méta-analyse assez récente du Lancet qui montre bien ça, c'est que la sensibilité et la spécificité ne sont pas à 100%, donc vous avez finalement une proportion non négligeable de malades qui vont être infectés avec une PCT basse lors de l'évaluation initiale, et inversement des malades avec PCT élevée qui ne sont pas infectés, mais finalement la PCT c'est comme les autres biomarqueurs, eh bien il faut l'interpréter non pas isolément mais en fonction du contexte. Ça ne sera jamais qu'un argument de plus dans la décision d'introduire ou pas une antibiothérapie, mais ça ne sera jamais le critère formel qui vous fera prendre la décision d'introduire ou de ne pas introduire une antibiothérapie. Alors voilà, je vous disais tout à l'heure qu'il y avait des dizaines de biomarqueurs potentiels qui avaient été évalués. Ça, c'est une revue de la littérature de Jean-Louis Vincent, donc qui date un petit peu, mais qui finalement est encore d'actualité. Vous voyez que les auteurs avaient évalué plusieurs centaines de références bibliographiques qui ont étudié l'intérêt d'à peu près 200 biomarqueurs, et la conclusion de ces experts du sepsis, c'est qu'aucun n'a une sensibilité ni une spécificité suffisante pour être utilisé dans la pratique pour le diagnostic de sepsis. Encore une fois, lorsqu'on parle de la PCT, on ne parle pas de l'intérêt de la PCT pour raccourcir la durée de l'antibiothérapie, mais là on parle du diagnostic de l'évaluation initiale. Alors il y a donc d'autres voies de recherche qui sont en cours de développement. Je vais passer assez rapidement là-dessus. C'est pas mon domaine de connaissance particulier, mais juste pour vous en parler. On a maintenant de la recherche sur l'expression de certains gènes dans le cadre de la réponse inflammatoire, avec ce papier relativement récent de 2015 où les auteurs ont identifié 4 gènes marqueurs du sepsis et dont l'expression ou la non-expression permet de différencier des malades avec un sepsis des malades avec une réponse inflammatoire non liée à une infection évolutive, avec des performances diagnostiques qui sont tout à fait encourageantes, mais encore une fois, ça relève du niveau, enfin, du domaine de la recherche, et c'est pour le moment pas applicable en pratique clinique. Mais c'est à l'évidence une voie de développement absolument passionnante, et il y a d'autres voies de développement qui sont d'autres voies de recherche qui sont en cours de développement pour le diagnostic rapide des états septiques, avec notamment l'exhalation de composés organiques volatiles, la génomique, la transcriptomique, et puis éventuellement le dosage combiné de plusieurs biomarqueurs avec des panels de biomarqueurs pour essayer d'améliorer la sensibilité et la spécificité pour la différenciation entre le sepsis et les réponses inflammatoires qui ne sont pas liées à une infection évolutive bactérienne, fongique ou autre.
Donc le diagnostic c'est une chose, il faut aussi aller vite pour identifier les pathogènes en cause et dépister la résistance. Alors ça c'est encore une fois très schématique, mais globalement quand vous faites un prélèvement bactériologique, le délai de rendu du résultat complet, c'est-à-dire l'identification du pathogène et sa sensibilité aux antibiotiques, par les méthodes bactériologiques conventionnelles, c'est 3 jours, 4 jours. Donc bien évidemment c'est beaucoup trop tard pour savoir si votre antibiotique est efficace. Il faut qu'on ait la réponse plus tôt et c'est ce vers quoi tendent les techniques microbiologiques actuelles. Alors on a effectivement un certain nombre d'outils qui sont commercialisés ou qui sont en cours d'évaluation et qui vont permettre de répondre plus vite. Là c'est l'exemple des hémocultures. Ici, vous avez la positivité de l'hémoculture. Donc 12 heures, 14 heures, le bactério vous appelle, on vous dit que l'hémoculture pousse, il faut la cultiver, faire l'antibiogramme, tout ça va prendre encore 24 heures, ou 48 heures. Et donc on a un certain nombre d'outils moléculaires qui vont permettre d'identifier plus rapidement la bactérie présente, soit dans le flacon, dans le prélèvement de sang total avant même que l'hémoculture soit détectée positive, soit une fois que l'hémoculture est détectée positive par l'automate du labo de bactériaux et sans attendre le process habituel de bactériaux, donc de sous-culture, d'antibiogramme, etc., qui prendra encore 24 ou 48 heures. Alors ce qui est le plus utilisé, et c'est maintenant de la routine dans la majorité des hôpitaux français, c'est ce qu'on appelle la spectrométrie de masse, le MALDI-TOF, donc avec un procédé très compliqué que je serais bien incapable de vous expliquer en détail, mais globalement l'idée c'est de définir pour un pathogène un spectre de masse qu'on va comparer à des bases de données, et ce qui va permettre d'identifier dans un délai très rapide la bactérie présente dans votre échantillon. Ça peut se faire sur une culture, ça peut se faire directement sur l'hémoculture positive, et ça permet, ça on a des données relativement récentes, ça permet d'adapter plus rapidement l'antibiothérapie initiale qu'avec les méthodes de bactériologie conventionnelles. Alors il y a des variantes du MALDI-TOF qui sont en cours d'évaluation, ça c'est du MALDI-TOF avec une technique de PCR, je passe assez rapidement, et globalement on a une multitude, ça c'est pour les hémocultures, mais on pourrait avoir le même tableau pour les prélèvements respiratoires. On a une multitude d'outils qui sont maintenant sur le marché, ou qui vont bientôt l'être, qui détectent donc une grande variété de pathogènes, avec des PCR multiplex, ou avec d'autres techniques d'identification. Et certains de ces outils sont couplés à des méthodes de détection de gènes de résistance. Parce qu'avoir le germe, c'est bien. Idéalement, il faut savoir à quoi il est sensible. Entre un pseudomonas sauvage et un pseudomonas résistant à tout, l'attitude thérapeutique ne va pas être la même. Et donc, il y a, là encore, de la recherche sur comment aller plus vite pour diagnostiquer la résistance aux antibiotiques et donc pour adapter plus rapidement l'antibiothérapie probabiliste, le traitement initial. Donc, il y a des méthodes d'antibiothérapie. Bon, je vais finir avec celui-ci. Il y a des méthodes d'antibiogramme direct. L'idée, c'est d'ensemencer directement le prélèvement sur un milieu et de mettre les disques d'antibiotiques. Donc ça se fait en routine maintenant sur les urines. Ça peut se faire sur le LBA des malades suspects de PAVM avec des travaux espagnols et un travail de l'équipe de l'hôpital Bichat qui est très encourageant de ce côté-là. On a des tests phénotypiques rapides qui peuvent répondre très rapidement sur les premières cultures en 24 heures si la bactérie exprime certains gènes de résistance, et en pratique des gènes de bêta-lactamase et notamment de carbapénémase. Donc sans attendre l'antibiogramme, vous avez déjà la réponse, ça va très vite et c'est simple, ça coûte pas cher. Donc ça c'est prometteur. Et puis on a surtout donc l'avènement de la PCR, qui est vraiment devenu maintenant un outil indispensable dans les laboratoires de bactériologie pour détecter la présence de ces gènes de résistance, alors soit sur le chromosome bactérien, soit, et c'est essentiel lorsqu'on parle de bêta-lactamase, sur ce qu'on appelle les plasmides. Les plasmides, en fait, ce sont des petits fragments d'ADN circulaires qui n'appartiennent pas au génome de la bactérie sauvage et qui circulent entre bactéries d'une même espèce ou d'espèces différentes et qui véhiculent des gènes de résistance et éventuellement des facteurs de virulence, mais surtout les gènes de résistance. Et l'intérêt, c'est que ces gènes de résistance, on les connaît bien maintenant, enfin il y en a de nouveaux qui sont décrits chaque mois, mais on sait les amplifier par des techniques donc de PCR, avec des automates qui font ça de manière très simple et très rapide. Et on peut donc sur des cultures à H24 du prélèvement repérer, avant même d'avoir l'antibiogramme, ces gènes, pour des BLSE, pour des carbapénémases. Et puis il y a maintenant des automates qui sont commercialisés pour détecter la présence de ces gènes de résistance directement sur le prélèvement. Et ça c'est vrai plutôt pour les grammes plus pour le moment, avec la possibilité de dépister MEC-A, qui est le gène de résistance à la méthicilline chez les staphylocoques, et en particulier chez les staphylocoques dorés, ou des gènes de résistance à la vancomycine, notamment chez les entérocoques.
Et donc ça permet d'aller beaucoup plus vite et ça peut se faire directement sur un prélèvement de sang ou un autre prélèvement profond. Donc ça, c'est clairement l'avenir. Je pense que plus ça va aller, moins on fera d'antibiogrammes conventionnels et qu'on raisonnera de plus en plus sur du génotype ou du phénotype rapide pour définir la sensibilité de la bactérie responsable de l'infection chez votre malade aux antibiotiques et pour adapter, parce que c'est vraiment l'enjeu, le traitement initial. Voilà les messages principaux pour conclure cette présentation. Les deux enjeux majeurs, c'est donc bien sûr d'aller très vite pour mettre en route l'antibiothérapie chez les malades avec un sepsis ou un choc septique, parce que ça conditionne de manière extrêmement forte le pronostic à court terme et probablement à long terme. Donc il ne faut pas se rater là-dessus, mais il y a un deuxième enjeu qui est plus collectif, qui n'est pas individuel, qui est d'éviter une pression de sélection indue par les antibiotiques chez les malades qui ont un tableau inflammatoire compatible avec une infection, mais qui finalement n'ont pas d'infection bactérienne évolutive. Et ça, c'est vraiment le quotidien en réanimation. La majorité des antibiotiques qu'on utilise en réanimation, c'est, en tout cas pour les infections, pour les malades qui sont hospitalisés depuis quelques jours, dans le cadre de traitements probabilistes. Voilà, il est à 38, il est un peu tachycarde, il est un peu marbré. On met des antibiotiques et puis finalement 48 heures après on va les arrêter parce qu'on n'a pas documenté l'infection et que l'évolution est favorable. Donc il y a vraiment un enjeu chez ces malades pour limiter l'utilisation d'antibiotiques lorsqu'il n'y a pas d'infection évolutive. Le QSOFA, la PCT, etc., il y a bien sûr des détracteurs dans la littérature, mais encore une fois, aucun score ne peut être fiable à 100%, ça reste de la médecine, ça ne peut pas être dichotomique. Donc c'est toujours un score intégré dans un contexte clinique, un raisonnement, un terrain particulier qui va aider au diagnostic. Ça ne peut pas être ça qui fait la décision ou pas de débuter des antibiotiques. On a de nouvelles voies de recherche passionnantes avec, on l'espère, des applications cliniques dans un avenir proche. Et puis surtout, et ça c'est déjà le présent, et puis ça va être le futur proche également, l'intérêt des outils de diagnostic microbiologique rapide pour adapter plus précocement l'antibiothérapie. Vous pouvez mettre un antibiotique dans l'heure qui suit l'installation du choc septique. Si c'est pas le bon, il vaut mieux le savoir 6 heures après que 48 heures plus tard. Et donc, de ce côté-là, on a vraiment de l'espoir pour les toutes prochaines années. Merci de votre attention.